Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 160e Sitrep sur la Syrie et sur la Palestine, en compagnie d'Aïssar Midani. Aïssar, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour à tout le monde, bonjour à tous nos internautes. Et encore un épisode, un 160e Sitrep pour vous dire ce que les médias ne vous disent pas. Les médias mainstream, j'entends. Oui, et en ce moment, l'actualité est Et malheureuse. merci de votre fidélité. Oui, merci. Et effectivement, en ce moment, donc, la Palestine occupe le devant de l'actualité avec donc, au 45e jour de l'agression israélienne sur Gaza, donc, avec un bilan très lourd de 12 000 morts environ. Un bilan qui s'alourdit jour après jour, et les hôpitaux visés, notamment l'hôpital d'Al-Shifa. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la situation là-bas? Alors, effectivement, les Israéliens visent tous les hôpitaux. Au jour d'aujourd'hui, je voudrais vous dire que la plupart, enfin, tous les hôpitaux de Gaza sont hors d'usage, hors service. D'abord parce que, comme vous le savez, depuis le 8 octobre, Israël a coupé l'électricité, a coupé l'eau, a coupé le gaz et les communications sur l'ensemble du territoire de Gaza. Donc, bien sûr, les hôpitaux sont les premiers gênés. Pas seulement le gaz, mais c'est aussi le fuel. Donc, même les hôpitaux qui ont des générateurs d'électricité, ils ont besoin de fuel et donc se retrouvent en grande difficulté de générer l'électricité. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, comme vous l'avez peut-être entendu aussi sur les ondes, les hôpitaux ont été particulièrement une cible militaire de l'armée israélienne parce qu'ils prétendent qu'il y a les quartiers généraux du Hamas sont dans les hôpitaux. Le plus grand hôpital, l'hôpital Al-Shifa, était aussi particulièrement visé dès le début, prétendant que sous cet hôpital, il y a les tunnels de Hamas et qu'il y a le quartier général de Hamas. Cet hôpital a été particulièrement visé, ils l'ont encerclé pendant plusieurs jours et puis il a été envahi avec des chars, hein. En fait, ils ont tiré sur tout ce qui bouge à l'intérieur de la cour de l'hôpital, ils ont interdit aux gens de sortir et de rentrer. Malheureusement, pendant les 10 jours où ils étaient encerclés, les personnes qui étaient décédées ne pouvaient pas être enterrées, sorties de l'hôpital pour un enterrement. Et donc, ils ont dû enterrer une partie dans la cour de l'hôpital, mais aussi une partie une partie importante qui était restée. Aussi des morts, en fait, des cadavres. Comme ils ont coupé aussi peu à peu, donc les générateurs ont arrêté de fonctionner. Il faut savoir que cet hôpital, c'est le plus grand hôpital de la Palestine, pas seulement de Gaza, de toute la Palestine, et qu'il y avait plus de 5000 réfugiés qui étaient venus se réfugier dans un hôpital comme étant un lieu sûr des bombardements, en fait, hein, des gens qui ont eu leur maison détruite et qui étaient obligés de quitter, donc ils s'étaient réfugiés dans l'hôpital. Il y a quand même des cadres, un staff médical qui est très important. Et il y a aussi une pouponnière pour des enfants
pour les Prématuré? enfants qui prématurés, pour les bébés prématurés aussi qui étaient là. Il y a plus de 34, 35 enfants prématurés, bébés prématurés qui sont dans ces pouponnières. Et en fait, comme dans tous les hôpitaux, il y a des salles de dialyse, il y a comment dire, des salles de soins intensifs, etc. Donc, inutile de vous dire que les 10 jours de siège de l'hôpital ont beaucoup entravé les opérations de secours. Et puis après, le siège a été fait par des chars. Et puis après, il y a eu une invasion de l'hôpital carrément par les soldats israéliens armés. Je voudrais quand même affirmer qu'il n'y a pas eu un seul tir qui a été fait de l'intérieur de l'hôpital contre cette attaque israélienne en force, que le directeur de l'hôpital comment dire, il a appelé au secours des organisations internationales, qu'il était en contact avec toutes les organisations internationales pendant tout ce temps de siège, et que rien n'a été fait en fait pour empêcher cette invasion. Aussitôt, l'armée israélienne est rentrée dans l'hôpital et l'a transformé pratiquement en centre de détention. Elle a mis tout le monde comme ça, ils ont menotté tout le monde, le cadre médical et les médecins, et les malades, comment dire, les malades qui ont subi des chirurgies, Les patients? les blessés, etc. Ils se sont mis, donc ils les ont soumis à un interrogatoire forcé, à tous, y compris le cadre médical, dont d'ailleurs il y a des étrangers et des Palestiniens. Un des responsables de l'hôpital est un médecin norvégien, d'ailleurs, dont vous avez dû voir une de ses vidéos ou de ses appels aussi qui tournent sur Internet, hein. Où il montre que de toute façon, il n'y a non seulement il n'y a pas de comment dire d'attroupement, il n'y a pas de militaires à l'hôpital, mais que même c'est interdit. D'ailleurs, cette affirmation a été faite de toute façon par le directeur de l'hôpital aussi, qui était adjoint au ministre de la Santé, en fait, qui a dit de toute façon, pour nous, c'est interdit de mettre quoi que ce soit comme arme dans l'hôpital, et il n'a pas arrêté de le dire. Donc tout le monde a été soumis à l'interrogatoire, tout le monde a été maltraité aussi. La salle de soins intensifs a été détruite dès le début. De la même manière, alors après, ils ont sommé tout le monde, sommé les blessés et les malades à quitter l'hôpital en 1 heure de temps. Alors, quand on voit le nombre de personnes qu'il y avait d'une part, et puis d'autre part, l'impossibilité de bouger pour certains aussi, qui ont été les grandes opérées, impossibilité de bouger, impossibilité de les sortir. Ils ont visé aussi, ils ont détruit toutes les ambulances qui appartenaient à l'hôpital. Ils ont aussi incarcérer les conducteurs des ambulances ainsi que les urgentistes, hein. Bon, c'est un spectacle absolument effrayant qui s'est fait à cet hôpital au vu et au su du monde entier devant les caméras, et que personne, je dirais, de toutes les organisations internationales n'ont réagi. Ceux qui réagissent, ça reste lettre morte, hein. Et, euh, et voilà, donc on en est là. Les États-Unis continuent à soutenir
Et d'ailleurs, les pays occidentaux continuent à soutenir Israël de manière indéfectible, qui continuent aussi, sans jamais rien dire d'ailleurs de ces actes, hein, qui sont des actes de barbarie totale, hein, et qui relèvent effectivement du génocide et euh, en fait, De la Cour pénale internationale. oui, oui, de la Cour pénale internationale, de tout, c'est un crime contre l'humanité, et c'est une violation vraiment sans aucun problème, une violation de toutes les règles de la loi, de la loi internationale de protection des populations pendant la guerre, hein. Donc, tout ça, c'est assumé, je peux dire aussi, par les responsables, hein, et c'est assumé et endossé par les responsables de nos pays, en fait, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, etc., et les États-Unis qui soutiennent cet État dans sa barbarie et dans son acharnement contre une population isolée et une population civile et contre les enfants, les blessés et les hôpitaux. Alors, Donc ça, c'est un point important à voir, hein. Euh, et, excuse-moi. et Emmanuel Macron, dans ce contexte, a fait une proposition hier d'accueillir une cinquantaine de blessés, en tout cas de patients d'hôpital d'Al-Shifa, Hmm. pour être soignés en France. Est-ce que tu peux commenter cette proposition, s'il te plaît? Ben pour moi, ça me fait bon. Je dis c'est aussi un effort, c'est un acte sympathique, mais c'est comme une rustine dans un immeuble qui est complètement défait. C'est quoi? Pour se donner bonne conscience et c'est pour mettre la poudre aux yeux des Français en disant moi aussi j'ai quand même un peu d'humanité dans le cœur. Ça sert à strictement à rien. Il faut surtout qu'il invite à un cessez-le-feu et que malheureusement la France est tellement engloutie dans son suivisme aux États-Unis qu'elle perd complètement son poids de médiateur parce que c'est le rôle qu'elle aurait pu jouer et que par exemple au temps de Chirac et au temps de Gaulle on aurait pu jouer en fait un rôle de médiateur qui puisse favoriser le dialogue, conjurer des guerres et des violences comme ça, de ce type. Eh ben non, Macron a précipité la France dans les pas des États-Unis et en acquiesçant à 100% sa politique, malgré toute l'abjection qu'elle peut revêtir au niveau des droits des guerres, au niveau des droits des populations à se défendre, des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes aussi, parce que c'est une guerre de libération que mènent les Palestiniens. C'est contre un occupant, c'est pas quelque chose de complètement fou, qui est reconnu d'ailleurs par le droit international. Il faut quand même souligner et signaler que le peuple occupé tous les droits de mener sa guerre de libération nationale ou sa résistance pour une libération nationale et en aucun cas elle ne peut être considérée comme terroriste. Mhm. Alors, le terrorisme, c'est vraiment le terrorisme de l'État d'Israël. Alors, Alors on rappelle là, je que... voudrais aussi on- revenir quand même sur les hôpitaux parce que ce n'est pas le seul hôpital qui a été envahi. Mhm. Tous les hôpitaux de Gaza ont été envahis et même aujourd'hui, ils continuent à s'attaquer au seul hôpital qui est resté, c'est l'hôpital indonésien qui est dans le nord de l'aire de Gaza. Et donc, ils s'attaquent à cet hôpital et qui maintenant est réduit à ne rendre que des soins, les premiers soins. les premiers soins d'urgence et ils ne disposent plus de rien. Tous les autres hôpitaux et les cadres médicaux sont aussi visés. Comme de toute manière, les civils sont visés aussi.
puisque la destruction des maisons et des immeubles civils continue à se faire. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu 2 immeubles qui ont été détruits, bombardés à côté de l'hôpital indonésien, qui aussi, donc, des femmes, des enfants, des civils. C'est ça qui fait que les Israéliens visent pour se faire leur victoire et pour se venger du peuple palestinien. Donc, ça montre toute leur lâcheté et toute leur barbarie aux yeux du monde entier, d'ailleurs. Ça montre leur horreur et leur sauvagerie, Mhm. je peux dire. Alors, on rappelle que Troisième point que je voudrais quand même dire, Mhm. toujours à propos des hôpitaux, parce qu'ils reviennent aujourd'hui à l'hôpital Al-Shifa pour aussi exiger, en fait, ils continuent à détruire, en fait, à l'hôpital, à l'intérieur de l'hôpital, et ils veulent détruire la structure après avoir détruit, bien sûr, tous les appareillages, etc. Mais Mhm. en plus, ils essayent une, euh, de simuler par des vidéos, montrer que de toute façon, c'était en posant deux fusils à côté du grand appareil de RMN, là, en disant oui, vous voyez, c'était aussi un centre où les soldats se cachaient, 2 fusils à côté de l'appareil de résonance magnétique nucléaire, alors qu'on sait on ne peut absolument pas mettre de métaux à côté de cet appareil. Après, ils ouvrent un rideau devant un mur en disant ah regardez ça cache quelque chose, en, en faisant montrant un sac à dos dans lequel il y avait des trucs qu'ils ont mis sans doute, etc. Regardez, c'est des portes qui donnent on sait où, et les sacs à dos, c'est des sacs à dos, un sac à dos de terroristes, etc. Enfin, même, je dirais même la télé israélienne s'est moquée de ces propos, de ces vidéos qui voulaient montrer que c'était un quartier général du Hamas là-dedans. Mhm. Donc, et c'est comme ça, d'ailleurs, ils continuent à s'attaquer aussi aux hôpitaux, pas seulement dans la bande de Gaza, mais aussi à Jénine. L'hôpital de Jénine est attaqué aujourd'hui. Jénine, donc, dans la Cisjordanie, en dehors de la bande de Gaza. Ils s'attaquent aussi aux Palestiniens en Cisjordanie. Donc, Jénine a été plusieurs fois attaqué, plusieurs fois les résistants palestiniens aussi s'opposent à l'armée qui vient avec une grande attirail pour envahir les quartiers de Jénine, mais ils sont répondus par des jeunes qui ont avec des petites, comment on appelle ça, des petites bombes antipersonnelles, donc qu'ils vont mettre sur le char ou sur le blindé israélien et qui le font exploser. Donc héroïquement, ils se font, et bien sûr, ils se font tirer après et ils montent en martyrs. Mais en fait, ça montre, et c'est la même chose aussi à Hébron, c'est la même chose à Tulkarem, dans les autres villes donc de la Cisjordanie. Donc en fait, eux, contrairement aux médias qui disent que c'est une guerre entre Hamas et les Israéliens, faisant croire que le reste de la Palestine est épargné, c'est faux. C'est toute la Palestine qui est agressée et qui est visée au jour d'aujourd'hui par les armées israéliennes, par ces violations de domicile, ces destructions de maisons,
même à Jérusalem, la ville de Selwan aussi a été envahie, des maisons détruites sur la tête de leurs habitants. Donc, il est important de voir cet aspect de tous les côtés. Et on dit même qu'il y a eu les Israéliens, l'armée israélienne a dérobé Des des cadavres. corps, des cadavres, des corps des personnes qui ont été des Palestiniens d'ailleurs, qui étaient dans l'hôpital et qu'ils n'ont pas pu enterrer puisque l'hôpital a été envahi tout de suite, que ces cadavres ont été volés par l'armée israélienne. Alors on pense qu'ils vont aussi euh, les montrer comme étant les victimes de l'attaque du 7 octobre, mais en étant des Israéliens, les bébés pareil, etc. Donc le mensonge continue et le média mensonge, il est flagrant et il est dans toute son ampleur par les Israéliens qui continuent à vouloir se trouver une petite victoire pour Netanyahou et pour justifier tous ces actes barbares. Mhm. Voilà. Alors, Et donc c'est aussi dans tous les hôpitaux. on va reparler du cas Netanyahou juste après. Et je voudrais qu'on reparle, parce qu'on avait déjà évoqué dans un précédent site-rep, le fait que les journalistes continuent à être visés, que des écoles, même si tu l'as mentionné, sont visées, y compris des écoles de l'ONU, financées Ouais. par l'ONU, que Mm. des mosquées et des églises sont touchées, y compris, donc je l'ai vu encore récemment, une des plus vieilles églises chrétiennes, je crois la troisième plus vieille église chrétienne au monde qui Ouais. se trouve à Gaza, Mm. qui a été touchée. Mm. Est-ce que tu peux nous parler Tout à fait. de tout Tout ça? à fait. Donc, il continue effectivement à viser. Alors, les écoles sont devenues un objectif en soi qui est visé par les bombardements israéliens et par les chars et par les destructions. En fait, les bombardements, ils détruisent les écoles sur la tête des enfants. Mais aussi, il faut savoir que les écoles ont été transformées de fait en centres d'accueil des réfugiés qui sont, parce qu'il faut dire qu'il y a 1,5 million de personnes qui ont été déplacées. Donc, on les a déplacés du nord au sud et on dit, allez, vous quittez le nord vers le sud et ce sont des passages sains et saufs. Et alors qu'ils sont à peine sortis, on les bombarde. Donc, ceux qui ont réussi à arriver en fait à ces centres d'hébergement, à un lieu qui est réputé sûr. Bon, ben, c'était les les écoles de l'ONU, les écoles de l'UNRWA, de l'OCHA, et Et même ça, et même ça, donc ils ont été bombardés, attaqués, entourés par l'armée. Donc c'est ça aussi, en fait, ce n'est même pas un lieu sûr. Donc, à la fois école, qui fonctionne comme école ou centre d'hébergement qui accueille les gens qui se sont enfuis d'ailleurs. Donc, bon, ils sont aussi visés. Donc, c'est toujours des civils, des enfants et des femmes. Il hmm, faut le dire, des femmes, des enfants et des vieillards parce que bon, les hommes, ils sont ailleurs, ils sont en train de se battre ou de sauver les uns les autres, etc. Et donc, les lieux de culte qui sont aussi protégés en temps de guerre et qui sont considérés comme un lieu de refuge sur les lieux de culte, alors les mosquées, il y a plus de 60 mosquées qui ont été détruites. Il y a 3 églises, dont une des plus vieilles, qui ont été détruites aussi. Sur la tête des gens qui sont dedans, en fait, et dire que ça, si ça, ce n'est pas du terrorisme d'État,
on peut pas savoir qu'est-ce qui s'appelle terrorisme d'État, en fait, hein. C'est pire que ce que Hitler a pu faire pendant la Deuxième Guerre mondiale, Ah bon, les après ça nazis. c'est des considérations, je suis pas sûr qu'on puisse comparer Non, l'horreur à mais l'horreur. Mais on de va toute parler. façon, il est important de connaître les faits et puis il est important aussi de mettre des noms sur ces actions. Parce que là aussi, je voudrais rappeler quand même qu'il y a eu plus de 300 avocats européens qui ont déposé aussi au niveau de la Cour pénale internationale aussi une plainte contre Netanyahou, contre l'État israélien, pour ses actions et ses exactions contre la population et contre ses crimes de guerre et cette guerre ethnocide. Mhm. On va parler maintenant de manifestations de soutien à travers le monde et notamment en Occident, car bon, aussi les gouvernements sont très timorés dans leur soutien à la Palestine. Je parle des gouvernements qui ne sont pas hostiles aux Palestiniens, Mm, qui ne sont pas de fait alliés à Israël. mm, Ben, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de soutien concret de la part de gouvernements, même de gouvernements. On parlait tout à l'heure en préparant cette émission, la Chine et la Russie, à part du bout des lèvres, ils ne font pas grand-chose mm. pour soutenir les Palestiniens. On peut le déplorer. Par contre, les peuples, c'est une autre histoire. Il y a pas mal de manifestations de soutien. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? On voit que dans tous les pays, effectivement, les peuples se soulèvent, hein, et vraiment se soulèvent massivement pour le soutien des Palestiniens. On a des manifestations partout dans tous les pays occidentaux, y compris les pays occidentaux. Il y a des manifestations de millions de personnes, malgré les interdictions, malgré le mauvais temps, et malgré aussi le fait qu'ils s'exposent aussi à des représailles de la part de... Il y a des gens qui peuvent perdre leur boulot, il y a des gens qui peuvent perdre leur... parce que effectivement, les sionistes qui gangrènent beaucoup de gouvernements et beaucoup d'institutions politiques ou de partis politiques, ils sont toujours très puissants dans certaines institutions des différents pays, hein, d'ailleurs. Donc aussi, ou même c'est quand même des pontes financiers, je dirais. Il y a aussi le fait que, donc là-dessus, à part l'Irlande qui soutient de manière très claire et très ferme vraiment les Palestiniens dans le discours, qui se battent aussi dans le Parlement européen, qui portent haut le drapeau de la libération de la Palestine, parce qu'ils disent de toute façon, ça ressemble, ils ont vécu ça, eux, dans leur chair, dans la libération de l'Irlande, dans la guerre de libération de l'Irlande. Ils voient complètement comment dire, la véracité de cette lutte, quoi. Et puis la justesse de cette lutte et du fait que le peuple palestinien se bat pour ses droits, se bat pour son indépendance et se bat aussi pour son droit d'exister et sur sa terre, hein. Voilà. Et bon, bah, c'est vrai que pas d'un autre côté, il y a eu, on en a parlé la dernière fois, une réunion des pays arabes et musulmans qui a eu lieu et qui a engendré effectivement des décisions où on condamne et on demande aux institutions internationales de condamner et de faire appliquer la charte internationale, la charte de l'ONU, où on demande aux pays de faire pression sur les États-Unis et pour qu'elle ordonne à Israël d'arrêter. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il est certain que le fait que les États-Unis apportent un soutien indéfectible à Israël dans toute son entreprise d'agression, en fait, contre les Palestiniens,
fait que les pays hésitent, hein, que ce soit les pays amis des États-Unis ou les pays qui ont des relations en fait même tendues avec les États-Unis, n'ont pas envie que le conflit devienne un conflit international. Il est certain quand même, il faut le dire, que cette guerre à Gaza, elle dépasse la Palestine et Israël. Elle devient pas seulement, elle dépasse aussi maintenant la région et elle s'inscrit dans le cadre d'un conflit international, dans le conflit international de changement du monde qui a lieu actuellement et qui fait que les États-Unis, euh, tous les peuples et les pays qui s'opposent à l'hégémonisme des États-Unis, à ce monde monopolaire qui se termine, je dirais, eux, ils sont pour le monde multipolaire, mais ils essayent d'éviter est-ce que devienne un conflit international qui pourrait devenir aussi un conflit très vite, un conflit nucléaire, étant donné que Israël est un pays nucléaire qui possède les armes nucléaires et qui est dirigé par un fou qui est Netanyahou. Je dirais que tous ces crimes qui ont été commis jusqu'à maintenant montrent il réagit plus par réaction et par colère, entre guillemets, comme un responsable politique qui effectivement réfléchit avant d'agir. Mhm. Donc, c'est peut-être ça aussi qui fait que les autres pays essayent de faire aussi pression de manière importante sur les États-Unis. C'est clair que, de toute façon, ce sont les États-Unis qui mènent la guerre et que l'arme ou la main de cette guerre, c'est Israël. Mais en vérité, ce sont les États-Unis, puisqu'on avait dit ce sont les États-Unis qui ont pris les manettes de la guerre et qui assistent les Américains, Blinken comme les responsables américains. C'est eux qui prennent les décisions au sein du cabinet israélien et qui ont pris les choses en main. Mhm. Donc, Alors, du voilà. côté du Liban, le Hezbollah Euh, continue sa guerre de basse intensité avec Israël. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui se passe du côté de ce moi, front-là, du dernier discours c'est de Nasrallah également? je pense que de toute façon, en fait, cette guerre est devenue la guerre de l'axe de la résistance. C'était planifié que de toute façon, il y a progressivement chaque résistance rentre dans cette étape de la guerre. D'après Hassan Nasrallah, le président du parti du Hezbollah au Liban et président de la résistance, a déclaré dès les premiers jours que de toute façon la résistance libanaise était dans cette guerre depuis le 8 octobre. Donc c'est pas maintenant seulement qu'elle rentre. Que de toute façon, effectivement, les frontières nord de la Palestine, donc les frontières sud du Liban, sont effectivement en guerre depuis le 8 octobre, que de toute façon les Israéliens, il faut rappeler qu'ils ont vidé toutes les colonies qui sont aux frontières libanaises, il n'y a plus de colons qui sont là, c'est plutôt l'armée israélienne qui est dans les colonies et qu'il y a des opérations militaires qui se passent tous les jours de grande envergure entre le Hezbollah, entre la résistance libanaise et les Israéliens. Et la résistance libanaise remporte des victoires importantes et les Israéliens essuient
des pertes importantes aussi sur ce front, ce qui les préoccupe aussi de toute manière, puisqu'ils sont aussi sur le front nord, alors que Gaza est au sud de la Palestine occupée. Un deuxième front qui a été aussi très vite, je rappelle quand même que le Yémen avait envoyé quelques salves de missiles sur le port d'Eilat, hein, qui est le port israélien sur la mer Rouge. Aujourd'hui, hier, il est passé à une vitesse au-dessus, puisque il y a 3 jours exactement, le responsable a dit que nous allons entrer dans cette guerre aux côtés de nos amis palestiniens, que de toute façon nous allons attaquer en mer Rouge tous les vaisseaux israéliens, tous ceux qui traitent avec Israël et toutes les compagnies qui amènent des marchandises à Israël, y compris le pétrole. Donc, effectivement, très vite, 48 heures après, donc hier, il y a eu un cargo qui est possédé par un capitaliste israélien, a été arraisonné dans la mer Rouge, arrêté et obligé de revenir sur les côtes yéménites. Et donc, ce cargo, il transportait des marchandises en fait entre la Turquie et l'Inde, d'après ce que j'ai compris récemment. Donc ça, c'est une information qui a été diffusée aujourd'hui. Mais le propriétaire est israélien. Donc le Yémen a tenu sa promesse et il rentre donc dans cette guerre en soutien aux Palestiniens et qui se transforme aussi, donc qui passe un degré au-dessus et qui, au-delà de l'action militaire, elle passe à l'action économique, puisque tous les bateaux qui passent en mer Rouge, ils amènent des marchandises pas tous, passent en Israël, mais soit ceux qui vont en Israël, soit pour des compagnies israéliennes, soit pour des propriétaires israéliens, ils vont être aussi interdits d'aller en mer Rouge, ils vont être arraisonnés, ce qui va aussi, en plus des dégâts de la guerre, je dirais, et du manque de confiance, en fait, que les capitalistes auront à l'intérieur pour traiter avec Israël, mais là, c'est une guerre économique contre l'État fantoche d'Israël qui sera menée donc par le biais de la mer Rouge, des passages à la mer Rouge, ce qui va augmenter le prix des marchandises, ce qui va augmenter le prix des assurances, ce qui va augmenter pour Israël, et donc ça va accentuer la crise économique importante qui est déjà créée par le fait que l'aéroport de Tel Aviv a été aussi et de plus en plus hors d'état, en fait, par moment, est obligé de s'arrêter, qu'il y a une usine d'aluminium qui a été aussi visée et qui a été en partie détruite, qu'il y a donc aussi il faut quand même dire que la résistance palestinienne continue aussi à s'attaquer sur tous les fronts et envoie des missiles aussi bien vers le nord, vers le sud, vers le nord jusqu'à Tel Aviv. Ils arrivent de Gaza. Donc c'est bien ça. Il faut dire aussi que pour faire pression contre les États-Unis qui apportent un soutien aussi indéfectible à Israël et qui est l'ennemi quand même des pays de la région, et qui a ses bases, qui occupe en partie l'Irak, qui occupe en partie la Syrie, et qui est le patron, je dirais, d'Israël.
et qui est très présent au niveau de la politique libanaise où ils font pression aussi. Donc les bases américaines sont particulièrement visées ces derniers temps par la résistance irakienne. Donc, il y a eu des attaques contre la base de Ain el-Assad en Irak, de la base Al-Tanf en Syrie, la base à côté au Koniko en Syrie, la base Al-Harir en Irak du Nord, en fait, le Kurdistan irakien. Donc, là aussi, il y a eu des dommages importants et des soldats qui ont été touchés, des dégâts matériels importants de ces bases. Et il faut quand même dire que les Américains ne parlent pas beaucoup des dégâts qu'ils subissent ou des soldats qui sont touchés, blessés ou tués, mais ça apparaît avec le temps, en fait. Vraiment, au bout de quelques jours, un journal américain en parle, le Washington Post ou le New York Times, etc., dévoile ces informations. Ainsi que, en même temps, on voit que les attaques de la Syrie, aussi de l'État syrien contre les terroristes qui sont des amis d'Israël et qui étaient aussi qui sont dans le nord, ouest de la Syrie, amis d'Israël et de la Turquie, qui leurs bases ont été bombardées, leurs quartiers généraux, ainsi que leur stock d'armes a été détruit donc par l'armée arabe syrienne. Et tout ça, c'est important. Donc, on peut dire que tout le monde, toutes les résistances entament une libération chacun de son territoire, en fait, hein, on peut dire, parce que la Syrie a besoin de libérer son territoire. Le sud du Liban, il y a des territoires libanais occupés et qui étaient libérés, qui ont été réoccupés par Israël, donc qui ont besoin d'être libérés de l'occupant israélien. Et les Palestiniens cherchent aussi à mener leur guerre de libération nationale de manière importante. Donc Mhm. voilà. Alors depuis quelques jours, on entend plus particulièrement parler d'un possible cessez-le-feu. Alors est-ce que les conditions sont réunies côté israélien, côté palestinien? Est-ce qu'elles sont réunies? Alors le Washington Post fait savoir que qu'il y a un accord imminent qui se fait entre les Israéliens et le Hamas avec comment dire, une Une médiation? médiation, ouais, avec les médiations qatari et autres. Bon, ben, les Israéliens disent non, on est loin. Mais bon, il y a les termes les Palestiniens ont toujours dit depuis le début qu'ils étaient prêts effectivement à ce qu'il y ait pas un échange des prisonniers israéliens contre la libération de tous les détenus palestiniens qui sont dans les geôles israéliennes et que par contre au niveau des militaires pour une autre discussion, ça ne sera fait qu'après un cessez-le-feu. Mhm. Donc c'est pas les Palestiniens qui bloquent, ce sont les Américains, les Israéliens et les Américains qui bloquent. Il faut savoir que les Américains jusqu'à présent étaient contre un cessez-le-feu et contre même des trêves de quelques jours en fait. Hein. Là, il se pourrait qu'il y ait la proposition, c'est qu'il y ait une trêve de 5 jours au moins pour que les gens les blessés puissent sortir du pays, pour on puisse rentrer les aides humanitaires, pour qu'on puisse penser les blessures les plus violentes, en fait, tout simplement,
et avec, bien sûr, l'échange des prisonniers. Mais non, bah, les Américains refusent, hein, même Mhm. cette paix de 5 jours. Ils trouvent Oui. que 5 jours, c'est trop parce qu'ils ont peur que ça profite à Hamas. Mhm. Ça Et- rappelle quand même que les Américains, ils étaient aussi... moi, je me rappelle quand même, je voudrais rappeler les positions américaines par rapport à la Syrie quand il y a eu le sinistre du séisme et ils voulaient faire entrave à la rentrée, à l'entrée des aides humanitaires de peur que ça profite à la Syrie, en fait. Et donc là, ils en sont là. Hein. Ce sont, ils sont tout aussi Humaniste. violents ouais, et barbares, je dirais, que les Israéliens. Donc, ils sont de même nature et ils ont les mêmes conditions. Mhm. Alors ça fait, alors qu'il y a des milliers de gens sous les décombres, alors qu'il y a des milliers de blessés qui ont besoin d'aide humanitaire, d'aide médicale, etc., ils continuent à resserrer les taux de leurs soi-disant sanctions, et puis en fait qui n'est rien d'autre qu'un embargo, qu'un blocus sur les pays. Alors justement, donc parmi les conditions palestiniennes, il y avait donc l'échange de prisonniers, tu l'as mentionné, l'arrêt de l'entrave à l'entrée d'aide humanitaire et pour la reconstruction, et Tout à l'arrêt fait. du blocus, notamment sur Gaza. Euh, Tout à fait. alors côté israélien, c'est compliqué parce qu'il y a d'un côté une pression des familles des otages pour que sans doute que Netanyahou négocie pour que les otages puissent être récupérés dans de bonnes conditions, mais d'un autre côté, une partie des familles des otages aussi sont peut-être pas mécontents que finalement que Netanyahou ait employé la manière forte pour écraser le Hamas et la population de Gaza et tenter de récupérer par la force les otages. Malheureusement, on peut l'imaginer. Moi, j'ai l'impression que la réalité est différente parce que les familles d'otages voudraient que effectivement Netanyahou puisse faire rapidement un cessez-le-feu et rapidement des négociations, et ils essayent de faire pression sur lui pour qu'il y ait rapidement un retour des otages, et ils trouvent qu'ils traînent, ils traînent, ils traînent, et ils ont peur aussi que ces otages soient tués. Ils veulent retrouver, récupérer leur famille vivante. Il faut quand même signaler que l'armée israélienne a déjà tué une partie de ces otages avec ces bombardements successifs. Hein. Et ça a été annoncé les Palestiniens, disant, bon, bah, nous, on tente de protéger, et puis eux, ils bombardent, et donc par ces bombardements, il y a des personnes qui ont été tuées. Je voudrais quand même rappeler qu'au début, ils ont lâché deux dames qui étaient d'un certain âge, qui ont aussi dit sur les médias qu'elles étaient bien traitées par le Hamas, et que par contre, et qu'elles avaient fait des kilomètres dans les tunnels, etc. Et par contre, elles étaient arrivées saines et sauves. Hein. Et je crois que, de toute façon, Netanyahou a peur qu'il y ait d'autres témoignages de ce type, hein, qui, au contraire, aillent dans le sens d'une bonne réputation à Hamas, et plutôt à les crédibiliser davantage et à discréditer davantage l'armée israélienne. Parce Mhm. que la personne qui a été tuée aussi, elle avait fait des vidéos et Hamas avait diffusé des vidéos de cette jeune qui priait effectivement Netanyahou et l'État israélien pour qu'il y ait des négociations rapidement parce qu'elle voulait sortir vivante, etc. Et c'est elle qui a été tuée, et ils ont dit qu'elle a été tuée dans un bombardement, là où elle était, parce qu'elle était aussi dans un des centres d'hébergement ou de détente, et qui a été bombardé. Donc,
Voilà. Alors, du côté des USA également, le camp de la guerre perd un peu du terrain, sous la pression de l'opinion publique, Hein. d'universitaires, mais aussi d'une partie du Parti démocrate, qui n'est pas forcément à l'aise avec les guerres impérialistes de Biden. Hein. Euh, voilà, qui est de toute façon historiquement, oui, une partie démocrate et pro-palestinienne, même si c'est pas forcément une partie Hein. majoritaire. Hein. Donc ça fait quand même du monde aux États-Unis qui s'oppose au soutien sans faille des USA à Israël. Est-ce que tu peux commenter ce point? Ajouter au fait qu'il y a aussi des républicains aussi qui sont contre Biden, en fait, hein, et qui font tout aussi pour diminuer son influence électorale et sa crédibilité. Et, voilà. Effectivement, alors la situation pour les, pour les Américains est une situation, enfin pour Biden, qui est à la veille d'élections, où il veut renouveler sa candidature, et que cette opposition importante à l'intérieur, elle ne l'arrange pas, à la limite, hein. Mais bon, pour l'instant, il compte sur le lobby sioniste, hein, qui est au sein du Congrès pour être réélu, qui est un lobby très influent et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il fait un soutien sans faille à Israël, c'est pour avoir l'argent et le soutien de ce lobby sioniste qui est au sein du Congrès américain. Donc voilà, et ça c'est pratiquement ce lobby qui appuie dans le sens de Netanyahou et qui appuie dans le sens de cette guerre importante. Il faut dire quand même que les lobbies de l'armement sont aussi toujours ceux à qui profitent les guerres et qui chercheraient plutôt à agrandir l'échelle de la guerre parce que ça rapporte de l'argent, hein, ça leur rapporte. C'est aussi un point à prendre en considération et dans la politique. Alors, un dernier point que je voudrais aborder, c'est le cas Netanyahou. Tu l'avais évoqué brièvement vers le début de cet entretien. Effectivement, Mm. Netanyahou n'a pas vraiment intérêt, malheureusement, à un cessez-le-feu. Il a plutôt intérêt à poursuivre la guerre pour pas mal de raisons, notamment parce il a des affaires effectivement judiciaires aux fesses, mais surtout parce qu'il y avait une énorme contestation citoyenne et politique au sein d'Israël qui ne concernait pas tellement les Palestiniens, malheureusement, on en avait déjà parlé plusieurs fois, qui concernait beaucoup plus sa réforme judiciaire et sa vision non démocratique Ouais, de la politique, hein. Il emmenait vers tout à Israël fait. encore plus loin vers Mm. une manière de fonctionner dictatoriale. Euh, Mm. Malheureusement, cette opposition, elle a quasiment disparu avec l'entrée en guerre contre le Hamas et contre les Palestiniens. Enfin, cette entrée en Ouais. guerre. Et tu m'as compris, cette Mm. intervention armée, Mhm. Mm. puisqu'il y a un état de guerre permanent depuis longtemps. Euh, Quelle est la solution? Netanyahou, on le voit effectivement pas forcément arrêter. Il a annoncé qu'il voulait réinvestir Gaza militairement. Euh, Tu parlais de faire pression sur les États-Unis pour que les États-Unis fassent à leur tour pression sur Oui, l'Israël. mais il faut voir quand même que Netanyahou, il est discrédité aussi par l'armée, par le Shabak, par les forces de renseignement, par les services de renseignement. Bon, donc aujourd'hui, il y a eu quand même pas mal de voix de grands responsables qui disaient que le problème d'Israël, c'est lui, c'est Netanyahou, et c'est lui qui est responsable de tous les échecs, etc., qu'il refuse d'assumer. Alors, il est certain que d'un côté, il ne veut pas aller en tôle, puisque de toute façon, aussitôt qu'il y aura un cessez-le-feu, il ira en prison, comme son prédécesseur Olmer. Et il a tellement d'affaires sur le dos, d'une part, et puis que d'autre part, et si ça continue, ça continue et ça continue à aggraver aussi la situation
en Israël, qui court aussi à sa perte. Alors, je voudrais aussi quand même dire qu'il a quand même formé son gouvernement, son cabinet, avec les gens les plus extrémistes, parce que des gens comme Smotrich continuent à dire il faut aller encore plus fort et il faut écraser tous les Palestiniens, il faut absolument anéantir. Il faut aussi rappeler qu'il y avait le ministre du patrimoine qui voulait absolument qu'il y ait une bombe atomique qui soit balancée sur Gaza, qui n'excluait pas ce fait et qui n'a pas été chose qui n'a pas été vraiment beaucoup répandue par tout le monde comme étant un scandale, quoi. Et il a juste dit ouais, ça n'améliore pas l'image d'Israël, en fait. Donc il est clair que de toute façon, cet État israélien fantoche qui a été créé de toutes pièces, en fait, par des pièces rapportées, je dirais, et qui voulait exister toujours sur les squelettes et les cadavres palestiniens, et ben là, je crois qu'il est en période de forte crise existentielle, et puis voilà, bon, qu'il assume, quoi. C'est aujourd'hui un grand tournant est franchi, et je pense que ils vont vers la disparition de fait, en fait, hein. Mais par la crise interne, par tout, en fait, le discrédit mondial, c'est énorme. Donc voilà, et moi je pense que de toute façon, étant donné la détermination avec laquelle le peuple palestinien se bat pour sa liberté et pour son indépendance et pour la libération de son territoire, hein, ben l'avenir est à eux, quoi. Mhm. Et Alors je le après, souhaite de Euh, toute force. il est aussi dit par de nombreux commentateurs que plus le temps passe et moins la solution à deux États leur semble viable à ces commentateurs, à ces analystes, et que peut-être Hmm. plus la meilleure solution serait un seul État démocratique, vraiment démocratique, ce dont les sionistes évidemment ne veulent pas pour l'instant, mais c'est une solution qui leur sera peut-être imposée par une sorte d'ONU réformée dans un avenir proche, on ne le sait pas, suite à une sorte de référendum, on a le droit de l'espérer. Je voudrais conclure ce site rep en réaffirmant qu'il est inopportun de parler du conflit israélo-palestinien. C'est un terme qu'on entend très souvent dans la bouche, y compris de gens de bonne foi hein, qui veulent soutenir la cause palestinienne. C'est un terme complètement impropre, de la même manière qu'on ne peut pas parler de la guerre entre les Indiens et les Américains. On ne va pas parler de guerre entre Hmm. américano-indiennes. Non, c'était une entreprise de colonisation par des Européens blancs qui ont pris la terre et qui ont massacré des Indiens. Hmm. C'était pas un conflit américano-indien. Non. Donc là, de la même manière, c'est impropre de parler d'un conflit israélo-palestinien. C'est bien Israël qui colonise et qui procède à un nettoyage ethnique depuis plus de 60 ans. Bien plus de 60 ans, 80 ans. Et donc les mots sont importants. Je voudrais Et également je te conclure. remercie pour cette remarque parce que c'est effectivement une guerre de libération du peuple palestinien contre l'occupant israélien. Et j'aurais fait C'est une dernière clair. remarque. J'en parlais en préparant cette émission. J'ai malheureusement un de mes meilleurs amis qui a de la famille en Israël et qui est notamment à côté de Gaza et qui a perdu une cousine qui a perdu plusieurs membres de sa famille et d'autres sont actuellement otages du Hamas s'ils sont encore vivants. Tout ça pour dire que à l'âge de 15 ans, on n'est pas responsable effectivement de là où on est, de là où on est né. Et donc il y a des victimes comment dire, innocentes de part et d'autre. Je tenais à le souligner. Je pense que c'est important de le dire. De toute façon, il est important de voir que toutes les vies sont très importantes, d'une part, et que effectivement les guerres sont déplorables et c'est pas bien parce qu'il y a aussi des victimes innocentes qui partent, hein. Mhm. Hein. Regarde comme tous ces enfants qui meurent aussi et qui sont visés par Israël, mais que de toute façon, en fait, tu fais bien de dire que c'est pas un conflit israélo-palestinien, que ce n'est pas. C'est une guerre de libération
et que tous les Israéliens ne sont pas nécessairement des fascistes, hein, et tous les Israéliens ne souscrivent pas nécessairement à la politique Netanyahou et à la politique d'écrasement des Palestiniens. Mhm. Il y a des gens qui peuvent vivre très bien ensemble. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a commencé à se faire au début. On a vu des universités mixtes israélo-palestiniennes, on a vu même des troupes de théâtre qui étaient faites palestiniens, d'israéliens, qui ont vraiment adhéré à ce projet démocratique qui était présenté d'ailleurs par Arafat, Mhm. il faut le dire, et par l'OLP, avant que, il y ait très vite, justement, cette frange, je dirais, sioniste, jusqu'au boutiste, qui a commencé à construire des murs, qui a interdit, qui a créé la séparation entre les Israéliens et les Palestiniens pour qu'il n'y ait pas de contact, pour qu'il n'y ait pas de relations humaines, etc., et qui ont commencé des exactions contre les Palestiniens systématiquement. Et donc, à nouveau, une œuvre de colonisation, de grignotage des terres, de déplacement, de destruction des cultures. Donc, en fait, là, il y a une ligne qui veut absolument anéantir les Palestiniens pour prendre leurs terres. Et ça, c'est une ligne politique très existante et présente dans l'État israélien et dans le sionisme. Et il y en a d'autres qui sont plus démocratiques, laïques et qui étaient peut-être prêts à vivre avec, alors qu'ils sont là, quoi, c'est ça. Mais qui n'ont pas. Mais comme dans toutes les guerres de libération, il y a après le choix d'une partie de la population qui part et une partie parce que c'est l'occupant et une partie qui accepte de rester, En bonne mais intelligence. avec un État démocratique plus juste, etc. Ça a été le cas en Algérie, c'est le cas en Tunisie, ça a été le cas en Afrique, etc. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui restent sont des Merci beaucoup seront. pour tes propos que tu viens de tenir. Je voudrais juste terminer effectivement en parlant de cette déshumanisation de l'ennemi. Nous, même si en face, ceux qui veulent à tout prix être nos ennemis nous surprennent à chaque fois avec des exactions de toujours de pire en pire, il ne faut pas comment dire, qu'on ne nie du verbe négationner, qu'on soit dans la négation de leur humanité, parce que malheureusement ils font partie de l'humanité. Et c'est-à-dire, Israël et les journaux qui leur sont favorables se plaisent à dire, tiens, l'armée de Tsahal a neutralisé des combattants palestiniens. Neutraliser, c'est un terme qui déshumanise complètement le combattant palestinien, parce qu'on ne sait plus s'il est tué, blessé, en bonne santé, arrêté, laissé. On ne sait pas, c'est juste qu'il n'existe plus pour Israël n'existe plus et ça leur suffit. Et alors que c'est un être humain, et en plus qui se bat pour ses droits, mais combien même qui se battent pour une juste cause, qui se battent pour une mauvaise cause, un combattant reste un être humain. C'était juste ça que je voulais dire, et on ne peut pas se réjouir forcément de la mort d'un quelqu'un être humain. On peut juste effectivement se réjouir d'une injustice qui cesse. Absolument, on se réjouit en fait, mais il y a une bataille contre cette injustice et cette bataille, il faut la mener jusqu'au bout. C'est Très bien. tout. Aïssa C'est Mediani, ça. merci beaucoup pour toutes tes analyses et les considérations qu'on a pu avoir ensemble en cette fin d'entretien. Merci également pour toutes les informations que tu as apportées à notre connaissance. Et je te donne rendez-vous dans 10 jours. Merci Aïssa. Merci à toi et merci à à tous les internautes qui nous suivent. Je voudrais vous dire, insister sur le fait aussi qu'il faut vous abonner parce que on a vraiment du mal à distribuer sur Internet à nouveau. En fait, c'est de plus en plus limité, de plus en plus entravant. Alors, merci à vous tous.